Bonjour et bienvenue sur Akitili. Ici, aujourd'hui, nous sommes à l'hôtel de région pour une opération particulière vis-à-vis des femmes élues. Et on est avec Stéphanie Riva. Stéphanie Riva, c'est vous l'organisatrice. En quelques mots, vous faites quoi ici? Alors, ce qu'on fait ici, c'est on organise la journée des femmes élues de Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux. On va réunir une centaine de femmes élues, quel que soit leur mandat, donc qu'elles soient maires, conseillères municipales, adjointes, conseillères régionales ou départementales, pour participer à une journée et de réseau et de formation, de manière à leur permettre de partager leur expérience du mandat local et de monter en compétence sur des thématiques qui sont clés pour se sentir plus à l'aise dans l'exercice de leur mandat. On peut avoir des idées de thématiques que vous allez aborder? Bien sûr, il y aura un atelier donc, que j'anime sur comment maîtriser les codes du pouvoir. On a un atelier qui est plutôt en lien avec la prise de parole en public sur comment en fait, développer ses arguments dans un contexte un peu hostile. Assez utile en ce moment parce que le mandat s'est vraiment complexifié depuis cette dernière mandature. On a un atelier aussi en lien avec le développement personnel, donc comment apprendre à clarifier ses objectifs pour aussi gagner du temps et prioriser. Et un dernier atelier qui est plutôt en lien avec le management qui leur apprend à fédérer et mobiliser une équipe. Alors, comment on fait pour être apolitique dans ce genre d'opération? Alors, on ne fait pas de politique, on est complètement transpartisan. Nous, l'objectif, c'est vraiment d'aider les femmes à monter en compétences. Donc, on ne parle pas politique, on va venir leur donner des outils et des bonnes pratiques dans l'exercice de leur mandat. Donc, vraiment, à aucun moment de la journée, que ce soit dans les plénières du matin que dans les ateliers de formation, on ne parle parti politique, appareil politique. On est vraiment là pour leur apporter des projets qu'on a trouvés nous inspirants sur le territoire avec des zooms comme ça d'experts à travers aussi nos partenaires qui viennent témoigner aux côtés de collectivités avec lesquelles ils travaillent pour présenter des projets que ce soit sur la transition énergétique, sur la mobilité, sur l'accompagnement de projets qui prônent l'égalité comme Banque Populaire. Enfin, vraiment on traite de tous les sujets mais on ne parle pas politique. Et donc ça s'adresse à tous les élus, de l'adjointe au maire jusqu'à la conseillère régionale? C'est exact. Tous les mandats sont représentés et toutes les tailles de collectivités. Donc aussi bien des maires de toutes petites communes de moins de 500 habitants que des conseillères régionales qui ont même des vice-présidences qui viennent partager ce moment aussi convivial et bienveillant pour rencontrer d'autres élus et puis que chacune ensemble, en partageant ces expériences-là, parfois des difficultés aussi, elle puisse grandir et apporter du réconfort aussi et du soutien. Alors, est-ce qu'une sénatrice ou une députée peut participer ici? Oui, en règle générale, on les invite à participer en ouverture le matin. Alors la réserve là fait que on a eu pas mal de désistements, voilà, parce que toutes les députées sont beaucoup en campagne et les sénatrices aussi battent le terrain pour aider leurs collègues prochainement, on l'espère, à l'Assemblée nationale. Alors, vous faites partie, vous, d'une entreprise privée et vous gérez ce genre de salon un peu partout en France? C'est ça, on a des éditions régionales un peu partout en France, 5 à 6 en fonction de l'année. On a une superbe édition nationale au mois de novembre, pendant 2 jours, les 22 et 23 novembre, à Paris, où on accueille près de 500 femmes élues qui viennent de toute la France, parfois même des territoires d'outre-mer pour être avec nous sur ces 2 jours. Et on déploie depuis 2 ans des journées départementales, donc avec le soutien des conseils départementaux qui ont envie aussi de proposer aux élus de leur territoire une journée dédiée pour les femmes. Et ça prend vraiment bien. Aujourd'hui, on forme plus de 2000 femmes élues par an en France. Alors, entreprise privée égale argent. Combien ça coûte ces formations? Ces formations, ça dépend en fait, globalement, ça va de 400 à 600 euros en fonction de la taille de la collectivité. Mais ce qu'il faut savoir aussi, et ce que peu d'élus savent, c'est que chaque élu a un droit à la formation professionnelle, formation dans le cadre du mandat. Et donc ces élus peuvent disposer de cette enveloppe pour participer à nos journées puisqu'on est un organisme agréé pour faire de la formation des élus et donc mobiliser ce droit individuel à la formation. Donc ça ne coûte rien à la collectivité et elles peuvent du coup bénéficier de ces fonds-là qui sont dédiés à l'ensemble des élus sur toute la France pour monter en compétences et venir aussi partager avec d'autres élus. Madame Rimbaud, que fait un commissaire de police ici dans cette réunion de femmes élues? Alors j'ai été contactée par Julia Mouzon
qui effectivement, suite à une présentation qui avait été faite au président de la République il y a quelques mois de cela sur le dispositif de plainte en ligne, donc a vu mon parcours et donc m'a contacté pour voir si je pouvais effectivement participer à ce séminaire des femmes élues sur justement mon parcours et puis expliquer un petit peu l'égalité homme-femme au niveau de la police, etc. Et je trouvais ça très intéressant en fait, donc j'ai accepté très volontiers d'y participer. Qu'est-ce que fait qu'une petite fille devienne commissaire de police? Alors ça, c'est de l'engagement dès toute petite. Moi, j'étais passionnée, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission qui passait à l'époque à la télé, qui s'appelait Tribunal, où je trouvais ça assez incroyable et je me suis très rapidement en fait intéressée à tout ce qui était le droit. Et donc du coup, j'ai fait toutes mes études, tout mon parcours juridique. Et la police est venue tout à fait naturellement dans ce projet-là de soutien aux victimes. Voilà, c'était un engagement personnel en fait. Alors, dans la conversation que vous avez eue tout à l'heure ici devant les élus, vous avez parlé que votre condition de femme et maman en plus pose des difficultés. Comment on arrive à résoudre ces problèmes? Alors effectivement, ça demande beaucoup d'organisation personnelle et familiale, parce que quand on est maman et qu'on a des fonctions qui sont assez engageantes, il faut trouver des trucs et astuces. Donc ça veut dire aussi un conjoint qui accepte d'organiser, de partager ses tâches. Ça veut dire de trouver des nounous pour pouvoir nous relayer le soir après l'école. Voilà, donc c'est beaucoup d'organisation personnelle. Est-ce que vous conseillez à des petites filles de faire votre parcours? Bien sûr. Bien sûr, je conseille à toutes les petites filles, effectivement, d'aller jusqu'au bout de leurs rêves si la police nationale les attire. Au contraire, de faire les études qu'il faut pour pouvoir passer les concours de la police nationale. Et puis elles seront les bienvenues, surtout de croire en soi et d'aller jusqu'au bout. Ça a été compliqué pour vous pour faire ce parcours? Non, parce que je ne me suis jamais posé de questions en fait. Donc à partir du moment où j'avais le concours en tête et la volonté de rentrer et d'intégrer la police nationale, je suis allée jusqu'au bout. Voilà, j'ai terminé mes études, j'ai passé le premier concours. Et puis après, ça me paraissait logique en fait dans le déroulé de carrière de pouvoir accéder au grade de commissaire. Donc j'ai fait ce qu'il fallait pour y arriver et je pense qu'il faut être déterminé dans ces fonctions. S'il y a une chose qu'on doit retenir dans votre profession, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous aimez faire? Comme je le disais tout à l'heure pour terminer, le plus important en tout cas chez nous, c'est la cohésion. La cohésion dans les équipes, parce que tout seul, on n'avance pas beaucoup. Et il faut travailler ensemble. Voilà, c'est la collectivité. Alors vous avez aussi un petit slogan de petite fille? Je n'ai pas de slogan de petite fille, mais croire en ses rêves peut-être. Monsieur Isoard, vous êtes responsable de chez Vinci. En quoi consiste votre fonction? Je suis directeur de la maîtrise d'ouvrage. Je suis en charge de tous les projets d'aménagement et tous les travaux de maintenance sur le réseau Vinci Autoroute en Nouvelle-Aquitaine. Alors, qu'est-ce que fait votre présence ici, à ce salon sur les femmes élues? Alors la première chose, c'est que le groupe Vinci de manière générale est très attaché à toute la question d'égalité homme-femme. Donc notre présence ici fait sens de ce point de vue-là. D'autant plus que nous sommes partenaires au niveau national en fait, donc nous participons à tous ces événements en région. Ensuite, la deuxième raison, c'est que de par notre activité, nous sommes amenés à travailler très étroitement avec l'ensemble des collectivités. Parce qu'aujourd'hui, tous les projets d'aménagement qu'on fait sur nos réseaux, qui sont essentiellement des projets d'aménagement qui visent à décarboner l'autoroute, ils sont faits en lien étroit avec les collectivités, puisque nous travaillons notamment à la réalisation de parkings de covoiturage, de pôles d'échange multimodaux ou d'aménagement de voies réservées sur nos infrastructures pour faire circuler des cars express ou des gens qui covoiturent. Et ces réflexions-là, elles ne peuvent se faire qu'avec les collectivités qui sont les aménageurs du territoire et qui sont également les autorités organisatrices qui mettent en place les services de covoiturage ou les services de bus qui vont emprunter nos infrastructures. Alors ici, aujourd'hui, à l'hôtel de région, on parle des femmes élues. Comment se passe chez Vinci le homme-femme? Alors, on cherche à valoriser vraiment la place des femmes et à leur donner vraiment toute leur place au sein de l'entreprise, y compris sur des postes à responsabilité. Donc c'est vraiment une action qu'on mène au sein de l'entreprise. Parce que votre métier, c'est quand même un métier qui est extrêmement masculin. Et lorsqu'une femme arrive, est-ce qu'il n'y a pas des petits conflits? Alors non, c'est pas ce qu'on observe, ça se passe en général très bien. Et c'est une image qu'on essaye, qui est un peu effectivement historique, mais qu'on essaye de casser aujourd'hui. Et voilà, l'expérience montre que les femmes travaillent aussi bien, si ce n'est mieux, que les hommes. Donc tout se passe bien. Madame Fessot, vous avez eu un parcours très particulier. En quelques mots,
Alors en quelques mots, jeune administratrice territoriale. J'ai commencé ma carrière très jeune ici en tant que contractuelle au Conseil régional d'Aquitaine. Donc c'est un petit clin d'œil puisque m'y revoici quelques années plus tard. Et voilà, auprès de Pierre Leroy sur l'aménagement du territoire. Puis ensuite, j'ai rejoint la fonction publique d'État dans 2 secteurs. Le premier secteur, c'est la culture. Et le deuxième secteur, c'est l'enseignement supérieur, l'enseignement scolaire. Vous avez été aussi administratrice à l'ENA, on peut en parler? Alors à l'ENA, j'étais directrice adjointe chargée de la formation continue des hauts fonctionnaires français et étrangers. Et actuellement, je dirige l'agence Erasmus+ France Éducation Formation, qui est positionnée, qui est basée à Bordeaux. Alors, pour Erasmus+, vous faites quoi dans ce système? Donc nous mettons en œuvre le programme Erasmus+. Le programme Erasmus+, c'est le programme Erasmus qui finance les mobilités pour les étudiants depuis 1987. Et il y a un plus, puisque depuis 2014, il y a d'autres programmes qui se sont agrégés autour de celui-ci pour l'enseignement et la formation professionnelle, pour les scolaires et pour les jeunes adultes. Alors, Erasmus qui a été l'un des tout premiers projets européens, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est vraiment un succès? C'est un énorme succès puisque ça a permis de financer la mobilité de plus de 14 millions d'Européens en Europe et donc de construire la citoyenneté européenne. Le programme est également très investi sur cette question de l'égalité femmes-hommes et finance tout ce qui est formation et mobilité pour les associations, les collectivités territoriales qui souhaitent s'engager sur cette question-là. Alors aujourd'hui, ici vous êtes à l'hôtel de région pour un colloque sur les femmes élues. Pourquoi votre présence? Je pense parce que je connais d'abord Julia Mouzon depuis des années, que je suis investie dans cette question de l'égalité femmes-hommes en tant également que vice-présidente de l'association Administration Moderne pour promouvoir la place des femmes dans la haute fonction publique. Il y a encore beaucoup de travail à faire? Encore, il faut toujours être vigilante et vigilant. Monsieur Darré, vous êtes ici au salon des élus féminins. Oui. De la région Aquitaine. Mais que fait la FEDEMO ici? Alors nous, notre spécialité, c'est de créer un déclic de lecture chez les préadolescents, c'est-à-dire qu'on est spécialisé pour les 8, 12, 13 ans, après l'apprentissage de la lecture et avant l'entrée dans l'adolescence. Il faut qu'on fasse ressentir à l'enfant que la lecture est autre chose qu'une corvée scolaire ou un travail, c'est aussi une source de plaisir, d'évasion. C'est un concept qui vient de l'orthophonie, qui est né il y a maintenant 22 ans. Et on est partenaire, entre autres, de élus locaux, mais aussi de l'Association des maires ruraux de France. Et on travaille pour que les élus mènent des actions lecture et incitent les enfants à lire. Et donc, comment les élus appréhendent votre proposition? Alors nous, on fait des livres adaptés et personnalisés. Ça veut dire que c'est un atelier artisanal qui est basé à La Rochelle, qui travaille et qui fabrique chaque livre au nom de chaque enfant. Et en fait, c'est des romans qui permettent aux enfants de ressentir le livre comme un objet intime. Donc chaque livre est fabriqué en un exemplaire unique, avec le nom, le prénom de l'enfant, qui est intégré dans le texte. Et on le met dans une petite pochette cadeau. Charge aux élus d'organiser un événement festif où on met en valeur et le livre et l'enfant. Et c'est un coût important? Actuellement, on est à 20 € TTC, frais de port compris par enfant, ce qui est quand même très raisonnable. Et on commence dès qu'il y a 10 enfants dans une commune. La FEDEMO remplit tous les critères de l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire. Et on essaye d'être le plus accessible possible, donc le moins cher possible. Alors, est-ce que c'est la même histoire pour tous les enfants, mis à part qu'on change le prénom? Ou c'est des histoires différentes? Alors déjà, on ne change pas que le prénom, mais le nom de famille aussi. C'est important que l'identité de l'enfant, ce soit le nom et le prénom. Et puis en fait, on a différents textes. On a travaillé sur L'île au trésor de Stevenson, 20 milieux sous les mers de Jules Verne, le livre de la jungle de Kipling, l'Odyssée d'Homère. Et selon l'âge, en fait, on va adapter, on va offrir tel ou tel titre aux enfants. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle s'immisce un peu dans ces livres? Vous allez me faire vomir. Non, pas de l'intelligence artificielle là-dedans. L'intelligence artificielle, ça tue l'imaginaire. L'imaginaire, c'est beaucoup plus riche que ça. L'intelligence artificielle, ce n'est que du copier-coller.
Il faut que tous les élus se mobilisent pour faire lire les enfants. Moi, je suis très... j'évoque souvent un proverbe africain qui dit « Pour élever un enfant, il faut tout un village ». Et bien en fait, l'école ne suffit pas. Il faut que tous les adultes se mobilisent pour faire ressentir aux enfants que la lecture, c'est quelque chose d'important. Madame, vous êtes adjoint au maire. De quelle commune? De Saint-Junien, qui se situe dans la Haute-Vienne, C'est près d'où? à côté de Limoges. Alors, vous êtes donc adjointe au maire. Pourquoi être venu ici aujourd'hui? Alors, c'est vraiment la question. Vraiment, il fallait être là aujourd'hui. Parce qu'on parle bien des femmes élues locales. Donc, c'est le rendez-vous qu'il ne faut pas louper. Puisqu'on est engagé par rapport à ce qui est marqué, fier et engagé. Donc, c'est le rendez-vous à ne pas louper. Vous, en tant que femme élue, est-ce que vous avez subi des discriminations des garçons? Discrimination, je ne dirais pas jusque-là, mais après, c'est la prise en compte de nos paroles, de notre position. Mais là, il faut quand même persévérer, comme on a dit tout à l'heure, de dire qu'on a une idée à défendre, qu'il faut en tenir compte. Voilà. Et ça a été compliqué? Avec des arguments favorables, non. Il faut quand même pouvoir choisir les mots et de dire qu'est-ce qu'on met en valeur, qu'est-ce qu'on met en amont. En général, c'est validé. Qu'est-ce qui a fait que la petite Esther a voulu faire de la politique? Écoutez, moi je suis en France depuis 20 ans, donc s'engager dans ma collectivité me semblait nécessaire parce que ça permet de voir ce qui se passe dans la ville, d'autant plus que je suis adjointe à l'urbanisme et développement durable. C'est un sujet qui touche et qui est passionnant d'ailleurs. Et donc le maire m'a sollicité et puis je me disais, s'engager politiquement, c'est primordial aussi en tant que femme. Et mère, en tant que maman, voilà. D'un côté aussi, on a des idées à défendre, à déléguer à nos enfants. Comme moi, j'ai fait aussi développement durable, ce qui fait aussi qu'on est sensible au changement climatique et l'urbanisme en fait partie. Monsieur Gilbert, expliquez-nous un peu votre présence ici. Alors, moi je suis responsable fonction publique à la Banque Populaire et avec nos partenaires la CASDEN et la CEF, nous sommes proches de la fonction publique. Nous avons des offres spécifiques pour eux. Donc il était tout à fait naturel que l'on soit aujourd'hui à la journée des femmes élues, puisqu'on va pouvoir toucher les élus et donc leur donner les infos sur ce que l'on fait par rapport à tous leurs agents qui peuvent bénéficier de nos offres. Donc, vous êtes une banque traditionnelle? Alors on est une banque coopérative, on est composé de sociétaires, ce qui fait que voilà, la banque appartient à nos clients. Et donc on a des partenaires comme donc, la CASDEN et la CEF, que je disais tout à l'heure, qui sont des banques coopératives dédiées à la fonction publique. Alors vous, votre activité, c'est quoi? C'est la même chose que monsieur? Alors nous, on est une partie associative de la banque, c'est-à-dire que l'ASEF, qui veut dire Association pour la coopération entre aides aux fonctionnaires, œuvre auprès de la banque et sous la coupe de la banque, mais ce n'est pas péjoratif, pour aider des fonctionnaires clients de la Banque Populaire à mener des actions sur le terrain, des actions de solidarité, des actions de mécénat, et sur toutes les fonctions publiques. Et notre présence ici à la Journée des femmes élues, c'est aussi pour dire qu'il y a énormément de femmes dans la fonction publique, dans les secteurs par exemple comme l'hôpital où il y a une grande majorité, sphère hospitalière dont je suis issu. Et c'est ainsi voilà, qu'on se permet et qu'on est autorisé à venir ici, encadrer un petit peu les actions et mener vraiment une plus-value sur le territoire. Alors vous, c'est un peu particulier? Oui, alors moi je représente la CASDEN, je suis déléguée départementale, donc dans le 33, d'où ma présence. Alors nous on est une banque coopérative en partenariat avec la Banque Populaire. On a été créé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale par des agents de l'éducation nationale qui n'arrivaient pas à emprunter sur le marché. Et donc ils ont mis leur épargne en commun. Et donc ça a continué. On a dans les années 70 fait un partenariat pour avoir une offre globale avec la Banque Populaire. Et puis depuis quelques années maintenant, on s'est ouvert à toute la fonction publique. Donc ce qui permet à tous les fonctionnaires aujourd'hui de pouvoir bénéficier d'offres privilégiées grâce à la CASDEN et la Banque Populaire. Alors, uniquement les fonctionnaires? Les fonctionnaires et assimilés, donc ça peut être des fonctionnaires, des agents qui sont en contrat ou en cours de formation. Madame le professeur, pourquoi être venu ici? J'ai été invitée et j'ai trouvé l'idée géniale. Voilà.
C'est vrai que défendre les femmes en tant qu'élue, il y a beaucoup de challenges. Et je pense pouvoir écouter les problèmes que les femmes vont me donner. Aujourd'hui, on a beaucoup échangé dans ce cadre-là et leur dire faites-vous confiance, osez, vous êtes de belles personnes. Et je pense qu'elles ont besoin de l'entendre. Alors, vous avez eu une carrière exceptionnelle. Non. Vous dites que vous avez eu la chance d'avoir 2 parrains qui vous ont énormément aidé et vous n'avez pas trop souffert du handicap femme-homme. Je n'ai jamais souffert de l'handicap femme-homme et j'ai eu 2 parrains, 2 mentors extraordinaires, le professeur Gérard Janvier et le professeur Xavier Capdevilla. Quand vous avez discuté un peu tout à l'heure à la séance, vous avez fait un parcours. À quel moment vous avez encore un peu de temps de libre avec tout ce que vous faites? En fait, je dors moins que beaucoup de personnes. Donc ça me donne beaucoup de temps dans la journée. Et je suis très aidée. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne fais pas. Mais ma famille m'aide, mon équipe municipale m'aide, l'hôpital, mes équipes m'aident. En fait, l'idée, c'est pas de tout faire. C'est de faire en équipe et de faire ensemble. Et si on ne fait pas ensemble, on ne peut pas avoir ce type de parcours. Ce type de parcours, ce n'est pas mon parcours. C'est notre parcours à nous tous. Et c'est le parcours de nos équipes. Alors, vous êtes maire du Temple, petite commune d'Almédoc. Vous pouvez la présenter en quelques mots? Alors la commune du Temple, c'est une petite commune de 640 habitants à peu près. L'histoire dit que les Templiers se sont arrêtés, ils ont caché un trésor. Bon, tout le monde l'a cherché, personne ne l'a trouvé. C'est un petit village sur la route de l'Océan, à côté du Porge. C'est une commune qui est très grande, 7000 hectares à peu près. Beaucoup de forêts, énormément de forêts, mais contrairement à d'autres communes forestières, le Temple n'a pas de communaux. Toute la forêt est privée. Ouais. Toute la forêt est privée et toutes les familles de ce village se transmettent la forêt de génération en génération. Donc il y a toute une partie de la population du Temple qui sont des vieilles familles qui vont, eux, l'écologie connaissent, transmettre de la forêt connaissent, planter de la forêt connaissent. Puis on accueille depuis quelque temps des nouveaux arrivants qui viennent des métropoles et qui viennent dans le village profiter de la vie rurale et je crois qu'ils sont contents. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que la petite Karine est devenue médecin, et mère et a d'autres activités? Alors, médecin, c'est une jolie rencontre avec un médecin anesthésiste qui m'a donné envie de faire. Mes parents étaient des gens extrêmement ouverts. Ils m'ont dit, bien sûr, il n'y a pas de problème. Si tu veux faire ce métier, tu le feras. On a eu la chance de bénéficier d'un apport forestier pour financer les études parce que c'est très cher. En 1999, il y a eu la tempête. On a vu que la forêt, c'était un revenu extrêmement fragile. 2009, on reprend une tempête. Et mes parents ont dit, je vais faire médecine, je vais faire universitaire, je vais accompagner les jeunes parce que la forêt, c'est précaire. Donc, on va se servir de mon métier pour protéger la forêt. Et dans la médecine, vous avez choisi l'anesthésie. Pourquoi? L'anesthésie, c'est pour prendre soin. J'adore, c'est le mystère du sommeil et du réveil. C'est réveiller quelqu'un, c'est magique. Madame Ladune, merci de nous accueillir ici chez vous, à l'hôtel de région. Pourquoi avoir permis cette manifestation aujourd'hui? Alors je suis persuadée, je suis convaincue qu'il est important de se réunir, de se rencontrer entre femmes élues dans un esprit de solidarité, de sororité. C'est important de partager nos pratiques, nos expériences, nos difficultés, nos réussites aussi. Et donc je crois que cette association donc élue locale qui organise, donc organisatrice de ces journées, c'est une association très importante à mon sens. Donc il était important pour moi, pour nous, de les accueillir donc au sein de l'hôtel de région de Bordeaux. Vous, en tant que femme élue, est-ce que c'était extrêmement compliqué d'arriver là où vous êtes aujourd'hui? Alors je veux dire non, compliqué, non. En plus, j'avoue que ça m'a un peu tombé dessus. Enfin, voilà, je me suis présentée, mais je n'avais pas prévu de devenir vice-présidente. Après, c'est un beau défi à relever, de pouvoir exprimer ses idées, de les mettre en œuvre aussi.
Voilà, donc je suis ravie en tout cas de pouvoir le faire, mais je dois aussi reconnaître que, je dois reconnaître l'œuvre aussi de mes aïeules, enfin de ces femmes qui ont combattu pour que j'en suis là aujourd'hui. Depuis, alors même avant le 44, où les femmes ont pu devenir femmes politiques, vraiment. Mais même avant, où des femmes avant se sont exprimées, ont essayé d'être élues, d'ailleurs, comme Joséphine Pencalé à Douarnenez. Voilà, ce genre de figures comme ça, féminines, j'aime bien m'y référer, j'aime bien les prendre comme modèle et me dire je les remercie, quoi. Qu'est-ce qui a fait que la petite Catherine a voulu faire de la politique? Alors, c'est voir d'abord en tant qu'étudiante et puis ensuite en tant que salariée, de voir les discriminations, de voir toute la précarité, les injustices, les inégalités. J'ai voulu vraiment agir, de ne pas rester à observer sans pouvoir agir. Ça, c'est assez insupportable. Enfin, c'est à mon sens insupportable de rien faire, même mettre une petite pierre, même ne serait-ce que petite, à l'édifice vers le chemin de l'égalité, de la justice sociale. Satisfaite de cette matinée? Très satisfaite, je trouve ça très intéressant. Je suis ravie de rencontrer d'autres femmes élues. Voilà, ainsi se termine notre reportage ici à l'Hôtel de Région sur une opération très particulière, c'est les femmes élues. À très bientôt sur AKTélé.